nous allons avoir deux intervenants. Le premier étant donc Jean-François Goutzen, qui va donc nous parler des sources peu connues qui peuvent se trouver présentes à la BSG pour réviser le modèle centre-périphérie entre Paris, Chelles, Senlis et Beauvais. Alors, Jean-François Goutzen est un spécialiste de chant grégorien dont la recherche aime à croiser histoire culturelle, philologie et histoire de l'art. Il est chercheur à l'IRHT, mais il est également praticien de la musique. Et dans ce contexte, il se produit donc dans le cadre d'expositions dans les musées ou les bibliothèques, ou dans des concerts avec des ensembles spécialisés donc en musique médiévale et donc en chant liturgique. Il est présent dans l'histoire de la bibliothèque Sainte-Geneviève, si je puis dire, et notamment de la réserve, depuis 3 ans, je crois, à peu près, au titre de ces deux casquettes. C'est-à-dire qu'il anime d'abord, depuis 3 ans précisément, un séminaire dans le cadre de ses activités à l'IRHT, un séminaire de recherche qu'il anime en collaboration avec l'association Musique Sacrée à Notre-Dame, dont nous avons un représentant ici, en la personne donc, de Sylvain Dieudonné. Et ce séminaire porte sur l'histoire du chant liturgique. C'est un séminaire au cours desquels il y a donc un enseignement pratique, du moins théorique, et un enseignement pratique basé sur des manuscrits liturgiques conservés à la réserve de Sainte-Geneviève. La deuxième casquette, à Sainte-Geneviève en tout cas, de Jean-François Goutzen, c'est ce qu'il aime à appeler son rôle d'animateur. Il a participé dans ce cadre-là à 2 reprises à la fête de la musique où il a animé donc une soirée, 2 fois de suite, donc une soirée à la bibliothèque Sainte-Geneviève, à la réserve, et il collabore par ailleurs actuellement et au titre de l'année des 1600 ans de commémoration de la mort de Sainte-Geneviève, à laquelle nous ne pouvions manquer d'être présents et partenaires, à donc une exposition tournante qui se déroule donc depuis l'hiver dernier et qui a connu quelques tribulations comme tout le reste, et lors de laquelle il a donc contribué à une séquence qui s'appelle Musique et liturgie et qui va être présentée dans 2 vitrines donc de la salle de réserve à Sainte-Geneviève à partir du mois de novembre. Voilà, donc cette séquence tout particulièrement est en phase absolue avec sa communication de ce jour et je lui laisse la parole. Je remercie justement la Bibliothèque Sainte-Geneviève et les organisateurs du colloque d'offrir une petite résidence, micro-résidence, depuis 3 ou 4 ans en effet, sur un lieu où j'avais commencé à étudier dans les années 90 lors de la thèse, que j'affectionne particulièrement et qui m'a permis d'éditer pas mal de corpus de la fin du premier millénaire. Mais je n'ai pas une résidence aussi longue que mes collègues, comme hier, Laurent Guillot, Georges Morales. Je ne me suis pas lancé dans un projet de synthèse des fonds médiévaux. D'une part parce que la notion de Moyen-Âge est très discutable en tant que concept unifiant des fonds d'origine diverses, etc. Et d'autre part, je préfère montrer comment l'étude d'un corpus peut répondre à une problématique de recherche, plutôt que de faire une grande synthèse, ce qui a été très, très impressionnant d'ailleurs hier, mais ce sera peut-être pour un peu plus tard. Donc j'ai repris ce concept des années 70 qui avait été évoqué d'une part par les urbanistes, les sociologues, et puis ensuite par des gens comme Wolf Hart, de concept centre-périphérie, avec cette idée que l'histoire de la musique est forgée par des foyers de diffusion, entourés d'une périphérie, et qu'il y a toute une dialectique entre les deux, et une dynamique évolutive. Et je voudrais justement, à partir des fonds de la Bibliothèque Sainte-Geneviève et d'autres fonds, étudier justement le paysage géographique, l'histoire géographique et liturgique des fonds, principalement avant le XIIe siècle. Au cœur même de la cité qui eut le leadership du royaume franc depuis Clovis et ses successeurs mérovingiens, l'abbaye Sainte-Geneviève, précédemment basilique des Saints Apôtres et nécropole royale, avant d'être transformée en collège de chanoines augustins ou victorins, puis génovéfins, en 1619, elle présente dans sa bibliothèque médiévale même quelques témoins manuscrits qui attestent d'un centre musical assez autonome par rapport aux églises voisines. Cette bibliothèque a par ailleurs été dépositaire, pour des raisons historiques diverses, de plusieurs fonds ecclésiastiques, comme les évêchés de Beauvais, Senlis et l'abbaye royale de Chelles.
Plusieurs manuscrits, parfois fragmentaires pour leur notation musicale, sont restés secondaires, voire marginaux, par les travaux de la musicologie, entre guillemets, grégorienne. En réinterrogeant les vecteurs qui ont permis, dans un ensemble d'une douzaine de témoins situés entre le Xe et le XIIe siècle, la transmission de la musique, voici une éclairante illustration de la caducité de ce modèle historique du centre et de la périphérie. La question de la centralité de Paris, magnifiée par l'exaltation de l'université, de l'organome et des figures tutélaires de Léonin et Perrotin dans les histoires de la musique, se vérifie-t-elle dans ses sources et ses répertoires les plus anciens de notre corpus historique occidental. Dans un monde encore ancré dans l'oralité et les appareillages culturels du premier millénaire, qui n'est pas du tout celui de la période moderne, où les éditions musicales ont forgé l'imaginaire de la musicologie, nous tenterons de déconstruire les mythes qui hantent toujours notre appréhension de ces corpus, nos imaginaires, comme nous parlions tout à l'heure, ce à plusieurs niveaux, pour la paléographie, la philologie et l'élaboration des éditions critiques et des répertoires. Au sein même de ce qui deviendra progressivement au XIIe siècle la capitale d'un royaume à unifier, la centralité semble diverse à Paris, intra- et extra-muros. La périphérie n'en est plus vraiment le reflet radial dans l'approche d'une compréhension du territoire en matière d'histoire de la musique, et la notion de capitale frise même l'anachronisme. Il ne suffit pas de déconstruire les représentations forgées par un enseignement uniformisé de l'histoire de la musique et de la culture, mais de proposer d'autres modèles et d'autres méthodes où la géographie historique éclaire d'un regard nouveau la transmission de répertoires déjà millénaires. Donc voilà une cartographie sur la douzaine de sources que j'ai étudiées, voire un peu plus, des provenances. Vous voyez là sur les provenances des manuscrits, avec beaucoup de manuscrits de Senlis, de Beauvais jusqu'à Rouen, donc des fonds de Sainte-Geneviève qui sont à la réserve dans les manuscrits médiévaux. Et ce qui frappe d'emblée, lorsque nous avions organisé les séminaires avec Sylvain Dieudonné ou d'autres, c'est de remarquer le peu de sources polyphoniques, par exemple, le peu de sources aussi provenant de la cathédrale Notre-Dame et une certaine indépendance dans le déroulement de la liturgie, dans le corpus, de cette communauté qui vivait à peine à une lieue de Notre-Dame, de cette abbaye des Saints-Apôtres, ou de Sainte-Geneviève, puisqu'on n'a pas vraiment de documents qui sont antérieurs, qui sont très très anciens. Les plus anciens sont du XIIIe. Et donc, voilà, ce qui est flagrant, c'est que pour Notre-Dame de Paris, par exemple, on a des manuscrits qui commencent à la fin du XIIe, voire XIIIe, comme celui à droite, le missel conservé à la BNF, alors que pour d'autres églises, on a ces fameuses notations pneumatiques de la fin du Xe, début XIe, qu'on a pour beaucoup d'églises. Je pense à l'Évangéliaire de Senlis, très connu, 1190. Voilà. Donc ça, c'est un premier constat d'étonnement de l'abondance de manuscrits provenant de centres considérés comme relativement mineurs par les historiens de la musique, mais peut-être pas par les historiens ou par l'histoire ecclésiastique. Donc le missel de Beauvais, par exemple, le 95 à gauche, est un missel extrêmement intéressant du milieu du XIe siècle, ou deuxième moitié du XIe siècle. La datation est en cours, mais il fait partie de ces sources qui ont échappé finalement aux études, alors qu'ils sont pourvus d'une notation, mais de façon partielle, c'est-à-dire qu'il est noté partiellement. Et c'est vrai qu'à l'époque où les moines ont fait les catalogues de manuscrits liturgiques, un manuscrit qui était fragmentaire et qui était mis de côté, puisqu'on cherchait, l'objectif étant de retrouver, de reconstruire les répertoires, on privilégiait les manuscrits unitaires, les manuscrits complets. Donc la question est de savoir que fait-on d'une telle source fragmentaire, mais avec quand même environ 25% du répertoire qui est pourvu de noms et d'une notation extrêmement intéressante, mais que, à ma connaissance, personne n'a étudié. Autre phénomène aussi, chez nous les médiévistes, c'est de dissocier la provenance d'un ouvrage avec son usage. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de livres, ça c'est un élément très important aussi, qui sont produits dans un centre et à l'usage d'un autre. Par exemple, ce sacramentaire copié à Arras pour Senlis.
Donc on voit là une circulation des livres extrêmement intéressante, qui est un phénomène à prendre en compte, puisqu'un document n'est pas rattaché seulement à un lieu, mais peut-être à un réseau de lieux. On a la même chose avec un célèbre manuscrit de la BNF, un sacramentaire de la très grande abbaye de Saint-Denis, justement, qui a été copié à Arras. Et le scribe du texte et de la musique, probablement un scribe d'Arras, dont on a retrouvé la main dans d'autres manuscrits concordants. Donc c'est très intéressant. Donc là, on est dans le domaine, voilà un exemple de répertoire qui est en train d'être étudié depuis un certain temps, enfin, avec les travaux de Michel Huglot, Charles Atkinson, mais qui fait encore l'objet de beaucoup d'études actuellement, la Missa Greca, qu'on va retrouver chez Ballard d'ailleurs au XVIIe, pardon. C'est toujours cette tradition de chanter en grec pour la fête de Saint-Denis. Donc c'est un répertoire qui remonte probablement au milieu, enfin entre 830 et 860, voire la fin du IXe, et qu'on va trouver un peu partout. Donc à Saint-Denis, par exemple, on va retrouver un manuscrit de Saint-Amand à destination de l'abbaye Saint-Germain. On va le retrouver à Fleury, mais peut-être manque-t-il des sources, mais en tout cas à Notre-Dame, je n'ai jamais entendu parler de Missa Greca. Autre exemple d'échange intéressant étudié par Anne Walters Robertson, c'est les échanges à l'époque où les cours royales étaient des cours itinérantes et n'élisaient pas leur siège dans une capitale unique. On a Saint-Corneille de Compiègne, qui est un lieu extrêmement important, une abbaye, une résidence royale des rois carolingiens, et beaucoup de manuscrits donc, de Saint-Denis, comme cet antiphonaire qui est à la BNF, se sont retrouvés dans les fonds de Saint-Corneille. Et par exemple, on voit quelques annotations, je ne sais pas si c'est lisible, vous voyez, on a des mains différentes de scribes où on peut finalement peut-être entrevoir une origine, enfin une provenance par exemple de Saint-Denis pour le bas de la page, et puis de l'addition de portée, de l'insertion de nouvelles pièces ou d'un essai de transcription un peu plus clair avec une autre notation qui aurait été fait à Saint-Corneille dans une notation un peu différente. Phénomène très courant. Donc, et qui montre aussi la différence qu'il y a entre le monde, l'univers de l'imprimé et l'univers du manuscrit, qui est vraiment un univers culturel assez différent. Même phénomène dans les hymnes qu'on va ajouter sur les côtés. Donc on est toujours à l'abbaye de Saint-Denis. Ou des pièces additionnelles dans les marges. C'est intéressant d'ailleurs de voir dans les histoires de la musique, comme la MGG, si les articles qui présentent l'histoire de certaines villes, comme Paris, incluent Saint-Denis dans Paris ou en dehors de Paris. C'est un sujet intéressant, il faudrait que je poursuive l'étude. En tout cas, on a bien un article pour Paris, un pour Saint-Denis et un pour Saint-Maur dans la MGG. Après, dans le New Grove, je ne sais pas. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que l'histoire de la musique favorise la centralité ou pas. Et les sanctuaires de Paris qui sont cités dans ces articles de la MGG sont quelques paroisses, très très peu. Donc, la cathédrale qui s'appelait Saint-Étienne, Saint-Victor, les Saints-Apôtres qui vont devenir Sainte-Geneviève, un peu Saint-Marcel qui apparaît peut-être un peu, c'est une paroisse qui apparaît peut-être au Xe siècle, on va vérifier, et j'ai oublié Saint-Germain à l'Auxerrois. Et je réalisais ce matin en disant, mais oui, au fait, pourquoi ça s'appelle l'Auxerrois, paroisse royale? Ça a un lien, bien sûr, avec l'histoire de Saint-Germain d'Auxerre, dont je reparlerai avec le culte de Sainte-Geneviève. Et c'est extrêmement intéressant, justement, sur ces questions de centralité et de périphérie. Prenons un autre exemple pour ces offices qui ont été composés pour certains saints, des saints emblématiques. Il y a un culte des dynasties royales qui se voit attribuer des patrons protecteurs et qui fondent, comme cette reine Bathilde qu'on retrouve dans les bréviaires de Sainte-Geneviève, pourvue d'un office propre, ce qui est quand même relativement rare. On pourrait parler aussi de Sainte Clotilde, mais qui a un culte un peu plus tardif. Donc voici une représentation de cette reine mérovingienne qui fonde cette abbaye de Chelles, abbaye féminine, et on trouve donc dans un des bréviaires de Chelles, qui est à Sainte-Geneviève, son office pourvu de neumes, et qu'on ne trouve, où il n'y a pas de transmission dans des manuscrits surportés plus tardifs. On n'a pas trouvé la possibilité de transcrire ces pièces.
En revanche, avec un peu d'habitude, si on garde la première entienne, on a affaire ici à quelque chose de connu qui avait été évoqué dans les travaux d'un certain Antoine Audat, les travaux sur l'école de Liège en 1920, où il faisait de ce chant l'emblème de la cité de Liège, hein, d'une grande voix, la louange sonore, etc. Donc c'était une époque peut-être un peu, je ne vais pas dire, enfin, avec un certain chauvinisme, on va dire, pour rester mesuré, où on valorisait un peu ces répertoires locaux, et on s'aperçoit que cette antienne de Liège se retrouve dans d'autres offices, notamment celui de Sainte-Bathilde. C'est vraiment étonnant, et on la verra tout à l'heure pour Saint-Rémacle ou pour d'autres lieux en Europe, jusqu'à Saint-Gall et Klosterneuburg. Donc c'est intéressant de voir ce répertoire musical qui finalement, des petites unités de répertoire peuvent avoir une provenance très diverse. Schell est très bien illustré par un bréviaire et un graduel qui se trouve à la BNF aussi, noté sur ligne. Donc voilà une abbaye vraiment très intéressante dans laquelle on a énormément un corpus de pièces considérable, mais qu'on ne retrouve pas dans les églises voisines. Donc c'est intéressant de souligner, comme l'ont fait beaucoup d'historiens, même pour la ville de Rome ou pour les grands centres, d'avoir dans un même centre des églises qui ont des liturgies finalement assez indépendantes. Et c'est un paramètre qui n'a pas tellement été pris dans la musicologie classique, je dirais, hein, parce qu'on a construit, on a forgé, on a créé des appellations, j'en parlerai à la fin, des néologismes d'appellation qui finalement relèvent d'un imaginaire qui est plus ancré sur un 19e ou 18e où l'unification est effective que sur ces périodes-là où on a vraiment un contexte historique assez différent. Autre exemple pour illustrer le thème de la transmission en musique qui est très intéressant, c'est cette notion de notateur, de scribe spécialisé pour la musique qui voyage. Hein. On a ici vraiment une lacune qui est tout à fait parlante, qu'on trouve assez fréquemment. Lorsqu'un répertoire est un peu spécifique, lorsqu'il est un peu complexe ou peu connu, voilà, on a un texte qui est disposé quand même, qui est en attente. Donc on suppose que le scribe qui a copié le texte connaissait quand même la musique, puisque c'est s'il y a sur le lit, on a bien un espace prévu pour un mélisme. Donc c'est qu'il y avait quand même l'idée d'un ornement sur cette syllabe-là, mais on n'a pas trouvé le notateur qui a pu noter cette musique-là, et on a continué par la suite. Et j'ai mis en regard le grand bréviaire de Notre-Dame, qui ne connaît pas cette pièce du tout, donc qui est une addition, une composition locale. Et voilà, donc c'est en faisant la collation de l'ensemble des sources qu'on peut savoir si ça a été composé localement, si on la retrouve à d'autres endroits. Donc voilà un exemple intéressant pour la question de la transmission. C'est intéressant aussi de voir finalement que, par exemple, pour le culte de Sainte-Geneviève, qui est lié à l'histoire des Huns, donc on a pourtant un office de Saint-Germain, c'est une des plus vieilles abbayes de bénédictines, enfin une abbaye, disons d'abord, d'une règle autonome qui ensuite va s'affilier au mouvement bénédictin, Saint-Germain-des-Prés. Mais finalement, Sainte-Geneviève va plutôt être rattachée à la géographie et aux écrits géographiques de Saint-Germain-d'Auxerre. Et pour la musique, on va avoir une composition qui se réfère plus volontiers à la composition d'Auxerre. Donc je parlais tout à l'heure des deux paroisses, hein, Saint-Germain-l'Auxerrois, l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. On trouve un peu une espèce de dualité là, qui est intéressante. Et donc l'office de Sainte-Geneviève, mais je ne vais pas empiéter sur le travail de mon collègue Sylvain Dieudonné, mais on pense vraiment qu'il s'agit d'un office quand même nettement plus tardif. L'office de Saint-Germain-des-Prés, entre guillemets, remonte à la fin du IXe siècle, très proche de Saint-Denis, alors que pour Sainte-Geneviève, on est vraiment dans un style, une stylistique qui fait plutôt penser au XIe siècle. Autre aspect intéressant, c'est la question de variantes. On parlait ce matin avec Sylvain Perrault de transmission homogène mais non uniforme. J'ai beaucoup aimé cette expression parce que nous, c'est vrai que l'école de philologie, je ne vais pas dire sur les smiennes parce qu'elle s'ancre aussi sur une tradition germanique d'un concept où l'archétype est vraiment quelque chose de très figé. Or, je pense que voilà, beaucoup de travaux là, depuis les années 70-80 montrent la possibilité de variation, la variance. La variance fait vraiment partie de la pratique musicale. Il n'y a pas de tradition corrompue ou
je ne sais quoi, ou de décadence. Il y a plusieurs manières il y a plusieurs traditions parallèles, et le travail du philologue, c'est d'observer avant de juger. Donc vous voyez ici un exemple sur cet introïte. De necessita. Voilà le début dans le graduel triplex. Hein, et si vous regardez le manuscrit de Notre-Dame, on ne commence pas du tout de la même façon. On a inversé les cellules. Et à Beauvais, la même chose. Bon, ça, c'est une variante qu'avait vue dans Saulnier depuis longtemps, mais on a des exemples comme ça considérables. Et donc, cette science des variantes n'est pas quelque chose où on peut considérer la musique ou la copie comme quelque chose d'aléatoire ou d'approximatif. Je pense qu'on doit vraiment avoir une démarche scientifique et de ne pas avoir de préjugés en disant « tiens, telle variante, c'est une erreur de copie, etc. » Qu'est-ce qu'on en sait que c'est une erreur de copie? Il faut d'abord observer la tradition avant de... Évidemment qu'il y a des fautes de copie, qu'il y a des problèmes de transmission, mais je pense qu'il y a une typologie des variantes extrêmement complexes à faire et qui dépend de la transmission de la musique elle-même et qui nous échappe complètement, puisque ça dépend de la manière dont cette musique était transmise et dans laquelle l'oralité avait une part encore très importante, même encore au XIe, XIIe, XIIIe siècle. Ensuite, la variance peut se manifester aussi au niveau des pièces elles-mêmes du formulaire. Hein. Donc vous avez le schéma de la messe, introïde, graduel, etc. Donc on peut changer un élément, avoir des éléments communs et un élément qui change, ou aussi toutes ces didascalies, c'est-à-dire ces rubriques en rouge là, qui décrivent un peu le déroulement d'une cérémonie. Je pense à l'adoration de la croix. Ici à Notre-Dame, à gauche à Beauvais. Et on a vraiment une acculturation du rituel selon les lieux. Et que la question du texte, de la musique et de la mélodie, finalement, n'est pas le seul paramètre important dans l'exécution d'une pièce, mais la manière de l'interpréter, de déambuler dans un collatéral, d'avoir tel vêtement liturgique. Enfin, il y a tout un environnement qui, selon moi, est peut-être un peu sous-évalué dans une approche musicologique purement focalisée sur des neumes ou sur la notation musicale. D'autant plus qu'on n'est pas sûr que les interprètes, là je vous le débat, mais ne pensez peut-être pas aux neumes en chantant, et je l'espère bien. Autre exemple, par exemple, l'insertion de dialogues, de tropes dialoguées pour Pâques. Hein, donc on a un beau manuscrit de Saint-Michel de Beauvais, le 117 de la bibliothèque Sainte-Geneviève, très important, qui a servi pour la reconstitution du Ludus Danielis, enregistré par le Clemensic ou un groupe américain, je ne sais plus. Donc on a ici à Beauvais, vous voyez, le Quem Queritis, qu'on n'aura pas dans le grand missel, ce missel de Sainte-Geneviève du XIIIe contemporain, très intéressant, avec des séquences très développées. Mais voilà, on a une différence. Je vois qu'il faut que je presse. Alors là, un élément important, ce sont les compositions qu'on va insérer, les compositions d'Abélard ou d'Adam de Saint-Victor. On avait vu avec Sylvain Dieudonné, je pense, dans un Veni Sancte Spiritus lors d'un séminaire. On avait vu une sorte de cadence finale avec une grande guirlande fleurie qui était très étonnante et qui marquait un peu cette entrée du style des chants ou des Nova Cantica du XIIe siècle dans les séquences. Donc vous voyez, on peut varier un élément, enrichir de composition. Voilà. De même, l'importance aussi accordée à Saint-Étienne, avec des offertoires qui tantôt seront romains, avec une virtute, ou tantôt francs. Je n'utilise plus tellement le terme gallican, qui pour moi introduit une confusion et qui me fait passer justement à la conclusion de mon chapitre. Mais pourquoi Saint-Étienne est si développé à Notre-Dame? Parce que les vocables des cathédrales, il ne faut quand même pas oublier qu'avant de s'appeler Notre-Dame, elles avaient d'autres noms. Et là, je suis quasiment au point zéro. Mon point zéro dont on a beaucoup parlé, c'est l'an dernier, vous voyez, et vous regardez que devant le parvis, vous voyez qu'il y avait une église, des complexes d'églises avec plusieurs bâtiments. Même chose à Amiens, on a plusieurs chapitres qui, au XII-XIIIe, sont unifiés en grande cathédrale. Et donc cette église Saint-Étienne, c'est elle qui peut-être justifie qu'il y ait autant de pièces dans le Magnus Liber Organi dédié à Saint-Étienne. Là, la question de la critique d'attribution, oui, je crois que je n'aurai pas le temps d'aborder tout ça, mais comment fait-on pour attribuer un corpus à un auteur? Ça, c'est extrêmement intéressant aussi, parce qu'on a des fausses attributions dans les manuscrits, voilà, et on peut voir, je pense à Huguebald de Saint-Amand, Fulbert de Chartres, je pense qu'en étudiant la transmission des mélodies, des textes et des mélodies dans les livres, qu'on peut arriver à comprendre ces phénomènes de, voilà, une absence, par exemple ici, dans un réponse, certainement l'insertion d'une pièce nouvelle. Donc la notion de compositeur
déifier et peut-être à relativiser, parce qu'on ne va pas hésiter à cette époque-là d'ajouter une pièce d'un autre, ou comme on faisait dans les ballets au XVIIe, avoir des éléments composites de plusieurs compositeurs. Et je pense qu'il faut revoir un peu cette histoire de sacralisation comme ça d'un compositeur. On n'en sait rien finalement. Je pense qu'on n'est pas du tout dans le contexte de la musique moderne où l'individu a autant d'importance qu'à partir du XVIe siècle. Voilà, je vous montrais l'antienne tout à l'heure de Magnavox, qu'on retrouve à Klosterneuburg et Saint-Gall. Et puis la question est de savoir, il y a beaucoup de manuscrits dans les fonds de Sainte-Geneviève qui ne sont pas identifiés. On n'a pas suffisamment d'éléments. Par exemple, ce missel de la fin du XIIe de Paris, d'où vient-il? Alors on aurait envie qu'il vienne de Notre-Dame, mais bon, parce qu'il manque de sources, mais peut-être vient-il de notre église. Une autre abbaye très importante, Saint-Maur, qui est extrêmement considérable au XIe, XIIe, qui est liée à Glanfeuil en Anjou et Saint-Maur-les-Fossés, qui est vraiment un centre de composition qui a amené le Deschamps et l'organum, à mon avis, et qui mérite d'être vraiment réévalué. Et je terminerai donc ma communication en invitant à la prudence quant aux appellations. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup voilà, avec Gastouet, par exemple, qui parle de chant liturgique à Paris, et puis tous ces livres du XVIIe, XVIIIe qui parlent de chant, rite parisien, etc. Je pense que quand on travaille sur les passions anciennes comme ça, c'est important de ne pas créer des néologismes qui induisent une pensée. On pourrait penser qu'une région a créé un répertoire. Pour moi, je pense, à l'appui avec d'autres études, comme celle de Margot Fassler ou d'autres, qu'il n'y a pas de chant parisien. Il n'y a pas de chant parisien avant le XIIe siècle, avant le milieu du XIIe siècle. C'est vraiment anachronique et forcer l'histoire que de vouloir à tout prix voir une unité parisienne. Et même peut-être le terme de notation française, je suis très réservé, même si c'est une convention, bien sûr, mais une convention qui n'est pas neutre. Moi, j'ai l'habitude de travailler sur des cartographies, comme vous voyez ici en bas, ou la carte de France, jusque l'an 1000. La France, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, c'est vraiment beaucoup de territoires de traditions linguistiques, culturelles, certes unis, mais dans la variété, dans la différence, qui nous invite justement dans nos pratiques musicologiques à fonctionner peut-être un peu différemment. Donc ma conclusion, je disais que les conséquences d'une telle étude, dont vous avez un aperçu peut-être un peu très imparfait, n'est pas sans corrélation politique. Le prestige de Paris dans l'histoire de la musique en France et en Europe n'a aucune mesure avec la centralisation d'un État colbertiste, jacobin ou pire, avec cette métropolisation mondialisée. Elle renvoie d'une part à une conception de l'espace où les centres émergents sont la résultante d'une addition de territoires inscrits dans un maillage solide, Et voici un concours, dirais-je, concerté entre une multitude de centres secondaires et de petites unités qui, à l'instar de la production agricole ou artisanale, par exemple, ont toujours constitué et irrigué, même jusque dans les années 20 encore, l'essentiel des richesses. Donc là, j'emprunte les éléments aux urbanistes. Et je trouve qu'il y a une analogie avec l'histoire de la musique qui est vraiment flagrante. D'autre part, on entrevoit l'œuvre d'un temps très long, parce qu'on travaille sur des siècles de musique, donc il faut quand même avoir conscience qu'on est là sur une stratification complexe, une fructueuse accumulation intergénérationnelle entre les institutions religieuses, avec un héritage colossal, faut-il le rappeler, des communautés monastiques. Sainte-Geneviève, panthéon réel mais aussi symbolique et mémoriel des fondements même des royaumes francs, avec Clovis ou Dagobert, Sainte-Geneviève est donc bien là pour nous le rappeler aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Jean-François pour cette communication qui est émaillée de creux, d'incertitudes, de flottements, d'idées de variance et de différence. Mais après tout, c'est aussi comme ça que la vie va. Et donc, je me demandais s'il y avait des questions éventuellement sur cette intervention. Oui, je vous en prie. Oui, alors, peut-être pas tellement. Peut-être que Marie-Hélène aurait plus d'éléments sur Senlis, le lien entre les évêques de Senlis et Sainte-Geneviève. Oui.
pas la peine. L'essentiel des manuscrits qui restent à Sainte-Geneviève, qui sont concernés par la communication Jean-François Goudsène, sont donc des manuscrits qui ont une place naturelle dans la mesure où ils concernent la liturgie et le culte. Donc, c'est des choses qu'il est normal de trouver. Ce sur quoi Jean-François a insisté, qui est intéressant de noter, c'est effectivement la diversité des sources et des origines qui est attestée par les marques de provenance que nous pouvons avoir. Alors, effectivement, premièrement, il n'y a absolument aucune certitude, même si la règle l'imposait, que des manuscrits aient été composés dans un scriptorium génovéfin. Ça, c'est la première chose à poser. En tout cas, on n'en a pas de traces évidentes. L'autre chose, c'est qu'effectivement, certains manuscrits sont arrivés là de manière historique liée à la constitution des fonds, notamment au XIIe siècle, au moment de la réforme conduite par Suger, donc sous le roi Louis VII, la réforme de cette abbaye qui avait été ruinée, cette abbaye Sainte-Geneviève qui avait été très dégradée au moment des invasions normandes et des tribulations, donc de de cette fin du Haut Moyen-Âge, et Suger a été donc mandaté, si je puis dire, pour la réformer, et il s'est appuyé pour ça justement sur Senlis, sur la communauté victorine qui était à Senlis, dont il a fait venir des moines pour rénover, si je puis dire, la liturgie et la spiritualité de Sainte-Geneviève. Voilà pourquoi on a un certain nombre d'ouvrages qui proviennent de Senlis. Et là, j'ai bien traité des fonds qui sont à Sainte-Geneviève depuis longtemps. Là, on est sur la partie la plus ancienne du fonds, et non pas sur des manuscrits qui auraient été achetés comme les manuscrits du Grand Saint-Bernard. On a pas mal de choses qui ont été acquises beaucoup plus tard, au XVIIe, XVIIIe. Et là, on est vraiment sur le vieux fonds de la réserve. Oui. Et puis donc, il y a eu effectivement, c'était les manuscrits circulaient à des fins de copie, soit dans un entourage, comment dirais-je, spirituel propre, l'entourage d'une communauté. Le plus ancien manuscrit dont on sache qu'il a une provenance génovéfaine, par exemple, il n'est pas à Sainte-Geneviève, il est à la bibliothèque de Soissons où il porte le numéro 80. Voilà, donc on a, ne serait-ce que par cela, la preuve donc, de circulation de manuscrits dans une aire géographique, donc Jean-François a esquissé assez largement. Pas tellement avec ce fonds liturgique. Les dépôts littéraires, effectivement, au moment après la Révolution, Sainte-Geneviève, par l'intermédiaire de Donou, la bibliothèque, a été habilitée, se servir effectivement dans les dépôts littéraires, mais pas pour cette sorte de document. Voilà.